بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Nous accueillons ce soir Son Excellence Monsieur Derazo, ambassadeur de l'Union européenne accrédité à Mauritanie, dans notre pays. Avec l'Europe, nous partageons la géographie. Il suffit de traverser la Méditerranée, un pas un peu au nord, on y est. Partageons l'histoire, l'intérêt, beaucoup d'intérêt, et la passion. Entre nous et elle, tout sauf l'indifférence. Naturellement, un diplomate est soumis à une certaine réserve et à des contraintes diplomatiques. Il n'a pas la liberté que possède un journaliste ni un chef de parti politique. Néanmoins, nous allons tenter d'interroger M. Derazo sur les accords et les conventions qui lient l'Union européenne, qui le représente, à notre pays. Les premières conventions ont commencé en 1964. C'est la convention de Yaoundé 1. La dernière, c'est celle de Cotonou. Elle a été donc signée de 2000 à 2007, puis révisée et renouvelée de 2008 à 2013, puis révisée et renouvelée de 2014 à 2020. C'est donc dans ce cadre-là que nous allons l'interroger, débattre avec lui. Alors lui, c'est un ingénieur agronome, c'est un ingénieur donc diplômé de l'Université de Florence dans le centre nord-ouest italien. Si ma mémoire ne me trahit pas, c'est la 8e ville. C'est donc dans la région du Toscane. Et donc, il a été conseiller dans différentes délégations, à Mogadiscio, à Nairobi et à Djamena, donc respectivement la Somalie, le Kenya et le Tchad. Puis il a été chef de coopération à Tunis, à la délégation européenne, avant d'être chef de la délégation ambassadeur au Mali à Bamako, et avant de retrouver le fameux service européen pour l'action étrangère, le SEAE, où il était chef de la division coordination au sein de la direction de planification et en même temps conseiller de développement. Depuis 2017, il représente l'Union européenne dans notre pays, c'est-à-dire plus de 500 millions d'habitants, 2 sur 5 parmi les permanents du Conseil de sécurité, donc les 2/5 du pouvoir politique, et probablement un peu plus sur le plan industriel et économique. L'Europe, c'est aussi 25 millions de musulmans. L'Europe, c'est aussi l'autre rive de la Méditerranée, et pour nous, c'est les G5 Sahel, c'est la lutte contre la drogue, contre l'immigration, et c'est aussi le fameux FED, Fonds européen de développement. Alors, ma première question donc, elle est simple. Pouvez-vous, Excellence, nous expliquer en long et en large les détails des conventions de partenariat qui vous lient avec mon pays? Merci. Premièrement, je voulais vous remercier de m'avoir invité à cette transmission, de nous donner l'opportunité donc d'expliquer un peu le partenariat entre l'Union européenne. Un partenariat très profond, très ancien, comme vous avez dit. Nous sommes ici, nous accompagnons la Mauritanie depuis pratiquement sa naissance, à travers donc toute une évolution qui serait peut-être un peu trop long d'expliquer. Donc je vais me concentrer évidemment sur les sujets d'actualité. Et comme vous avez si bien dit, je pense que le cadre, disons, qui régit nos relations, c'est l'accord de Cotonou. C'est un accord qui donc gère les relations entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ACP, et l'Union européenne. Et c'est un accord qui est très vaste, qui a beaucoup de sujets, mais je pourrais peut-être me concentrer sur 3 sujets fondamentaux. Ce qu'on appelle le volet politique de l'accord, le volet de coopération et le volet commercial. Pour ce qui concerne le volet politique, c'est pratiquement le volet qui gère les relations politiques entre ces différents pays et aussi qui met en valeur les valeurs communes, les expériences que nous avons ensemble vécues dans ce domaine de la politique. Concrètement,
concrètement, pour ce qui concerne par exemple nos relations avec la Mauritanie, nous avons sur la base d'un article, l'article 8 de cette Cotonou, un dialogue politique bien établi avec les autorités du pays, avec le Premier ministre, avec les autres ministres aussi, qui se décline 2 ou 3 fois par an et sur des sujets de commun intérêt. Nous échangeons donc entre les ambassadeurs de l'Union européenne présents ici à Nouakchott. Je rappelle, il y a donc l'ambassade d'Espagne, l'ambassade de France, l'ambassade d'Allemagne et l'ambassade des UK et l'ambassade de l'Union européenne. Donc c'est un dialogue qui se fait de manière très intense et très fluide et qui se décline donc dans différents sujets. Donc ça, c'est, je dirais, le volet politique. Ensuite, il y a le volet coopération. L'Union européenne est le premier partenaire de la Mauritanie en termes de coopération. Je tiens à souligner que nous ne donnons que des dons, donc nous ne faisons pas de prêts. Le montant, à grosso modo, est de 50 millions d'euros chaque année. Donc c'est un montant important. Comme vous l'avez bien dit, c'est le volet plus important de la coopération, c'est le Fonds européen de développement. Nous sommes actuellement dans ce qu'on appelle le 11e Fonds européen de développement, qui se concentre sur trois secteurs fondamentaux, le secteur du développement rural et de l'agriculture, le secteur de la gouvernance et notamment de la justice et le secteur de la santé. Nous avons aussi des autres instruments comme des lignes thématiques sur les sujets comme l'environnement, les droits de l'homme. Et donc voilà, c'est un volet important évidemment de notre coopération qui soutient, disons, les efforts de développement de la Mauritanie et qui donc se développe dans des très bonnes conditions. Le troisième volet important, c'est le volet commercial. Comme vous savez, la Mauritanie a un accès préférentiel au marché européen, mais nous pensons qu'il faut faire mieux et plus. Et donc nous avons promu un accord de partenariat économique avec l'Afrique de l'Ouest, qui donc facilite les échanges entre la région Afrique de l'Ouest et l'Union européenne, à laquelle la Mauritanie a adhéré tout récemment, au mois de septembre de l'année dernière. Donc nous sommes très satisfaits aussi de ce partenariat économique qui va permettre de relancer et rebooster les investissements et le commerce entre l'Union européenne et la Mauritanie. Voilà, donc ça c'est vraiment l'essence de l'accord de Cotonou. Je voudrais quand même dire qu'il y a un autre accord très important, c'est l'accord de la pêche. C'est un accord qui, en termes financiers, est presque équivalent à l'accord de coopération. Chaque année, nous déboursons à peu près 60 millions d'euros pour permettre à une soixantaine de navires européens de pêcher dans les eaux mauritaniennes. À ceci s'ajoutent les redevances et les licences que payent aussi les armateurs européens, qui sont à peu près d'une trentaine de millions. Donc chaque année, disons, l'Union européenne investit ou donne, disons, à la Mauritanie à peu près 90 millions d'euros pour pouvoir pêcher dans ces eaux territoriales. C'est un accord de partenariat intéressant parce que ce n'est pas simplement un accord de commerce qui permet, disons, de pêcher, c'est aussi un accord dans lequel on finance ce qu'on appelle l'appui sectoriel, qui est donc le renforcement des capacités, la lutte contre la pêche illégale, la protection de l'environnement, le développement de la pêche artisanale. Voilà. Donc c'est un accord très ambitieux, qui d'ailleurs va se terminer cette année. Et donc on va renégocier dans le courant de cette année pour un nouvel accord qui va durer encore 5 ans. Mais le protocole, il est de 2015, je crois, à 2019 2019, c'est ça. OK. Oui. Très bien. Donc c'est terminé cette année. Oui, c'est ça, exactement. Et le montant exact, je crois que c'est 57,5 millions. Ça dépend. En moyenne, c'est 60 millions, je dirais, en moyenne. Okay, Après, ça peut être un peu plus, un peu moins, selon les années. Et l'APS, l'appui sectoriel, Oui. c'est, je crois, si ma mémoire ne travaille pas, c'est 87,5 à peu près. Ça, c'est si vous sommez tous les montants, mais chaque année, c'est à peu près 6 ou 7 millions d'euros. Ok. Ouais. Très bien. Tout ça, et le quota, c'est 287,50 tonnes Voilà. annuelles. Oui. Après, il y a des différentes espèces, parce que ça dépend des espèces. Et donc, il y a plusieurs catégories de poissons qui sont pêchés dans les eaux mauritaniennes. Très bien. Alors, les étudiants mauritaniens, ils m'embêtent avec une question, et je leur ai promis que quand j'aurai son excellence, je lui poserai cette question. Je vais être fidèle, vieux nomade que je suis, je vais la poser. Alors, pouvez-vous, Excellence, nous expliquer quelles sont les nouvelles conditions d'études dans les universités européennes pour les étudiants de mon pays? Très bien. Je pense que c'est une question importante parce que la coopération universitaire est une coopération très importante. Nous pensons à l'Union européenne qu'il faut promouvoir l'éducation en général et l'éducation supérieure en particulier, sans quoi un pays ne peut pas se développer. Donc ce qu'on promeut, c'est des échanges
et donc la possibilité pour des étudiants, pour des doctorants, pour des masters, ou même pour des enseignants, de venir passer un certain nombre de périodes pour se perfectionner, pour améliorer la qualité de leurs études. Ceci se fait toujours dans un cadre d'un partenariat entre chaque université et des universités européennes. Donc nous promouvons, disons, avec l'université de Nouakchott, une discussion pour qu'elle puisse donc aboutir à ces partenariats. C'est en train d'être fait. Et une fois que ces partenariats sont établis, donc ils pourront bénéficier de ces programmes qui sont notamment le programme Erasmus+, qui est donc le programme Erasmus élargi justement, parce que le programme Erasmus est un programme européen pour les universités européennes, mais Erasmus+, c'est donc pour les universités non européennes. Et par exemple, le programme Horizon 2020, qui est un programme de recherche. Donc c'est des activités de recherche qui sont menées par les universités européennes et les universités hors Europe, ensemble pour mener des activités de recherche dans différents secteurs. Donc voilà, je pense que c'est un volet important de notre coopération qui doit être encore renforcé et amélioré dans le futur. Oui, mais les étudiants m'ont fait état qu'un certain nombre de formalités de séjour ont été un peu compliquées. Les conditions sont devenues un peu, disons, difficiles. Est-ce que cela s'applique aux étudiants mauritaniens? Ça, c'est après, c'est l'accès pour aboutir à l'Europe. Mais si vous avez une bourse, normalement, il n'y a pas de souci. Les visas sont donnés. Et il y a, d'ailleurs, on reçoit régulièrement des instructions pour faciliter justement l'obtention des visas. Je pense que ce n'est pas ça le problème fondamental. Le problème, c'est comment l'université de Nouakchott puisse vraiment créer un partenariat avec des universités européennes. Une fois que ceci est fait, le reste doit pouvoir venir assez facilement. Donc ça, c'est directement entre les deux universités. Voilà, c'est ça. Très bien. Exactement. Alors nous allons passer à la troisième question. Donc contrairement à celle des pays du Golfe, par exemple, ou la Chine, la visibilité des réalisations européennes en Mauritanie, dans mon pays, n'est pas toujours évidente, Excellence. Pour le Mauritanien anonyme, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors, ne pensez-vous pas peut-être qu'en finançant moins de colloques ou d'ateliers, et en réalisant plus d'infrastructures stratégiques, routes, ponts, etc., et de transferts technologiques, usines et technologies, l'Europe y gagnerait davantage en visibilité? Est-ce que ma question est claire, Excellence? Je vous remercie de l'avoir posée parce que c'est une question importante. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment de visibilité sur ce qu'on fait en Mauritanie. C'est bien pour cette raison que je suis venu ce soir aussi pour m'expliquer. Je pense qu'en termes d'investissement, l'Europe a fait et fait beaucoup de choses. Je peux vous donner quelques exemples rapides. Oui. Un tiers du réseau routier mauritanien a été fait grâce à l'appui de l'Union européenne. Donc c'est quand même pas un tiers des routes. Nous sommes actuellement sur la route de Rosso, donc la route de Rosso avec une réhabilitation de 120 km et pour un montant de plus de 50 millions d'euros. Elle en a bien besoin. Elle en a besoin, vous avez tout à fait raison. Nous avons aussi le financement du pont de Rosso, donc le pont entre le Sénégal et la Mauritanie. Ça, c'est un autre investissement important. Nous travaillons par exemple sur le port de Tanit, donc le financement du port de pêche. Dans chaque projet que nous faisons, il y a une partie infrastructure. Donc tous les projets, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la justice, nous avons réhabilité des prisons, des palais de justice, ont une composante infrastructure. Mais ce que nous voulons, c'est que le capital humain aussi se développe. Donc on peut pas, ça ne sert à rien de faire des infrastructures si après on n'a pas les capacités pour les gérer ou pour les maintenir. Donc tous nos programmes s'appuie sur le volet infrastructure et sur le volet développement humain. Donc tout ce qui est investissement en termes de formation notamment pour les jeunes, en termes d'emploi. Quelques exemples là aussi, dans le secteur de la pêche par exemple, nous avons formé plus de 300 personnes, hommes et femmes, dans les métiers de la pêche. Pas seulement de la pêche des pêcheurs, mais dans tout ce qui tourne autour de la pêche. Ça, c'est un exemple important de formation que nous avons fait. Nous avons formé des jeunes dans le bâtiment, dans la construction des écoles, par exemple, avec des techniques particulières. Nous travaillons, par exemple, dans la formation des cadres de l'administration. Nous appuyons l'ENAJM, l'École nationale d'administration. Donc, vous voyez, c'est une combinaison entre l'infrastructure et la formation qui, pour nous, est importante. Pas simplement des infrastructures, mais aussi du développement humain. Et ce manque de visibilité, donc, il est peut-être dû à un déficit de communication? Peut-être. Nous pouvons peut-être mieux faire en termes de communication. Je pense qu'il y a effectivement des efforts à faire de notre part et nous y travaillons tous ensemble. Très bien. Donc nous allons passer à la quatrième question. Dites-moi, Excellence, vous qui êtes ingénieur agronome, comment l'Europe pourrait-elle aider les Mauritaniens à apprendre à produire, par exemple, du lait, à manger de leurs terres, à s'autosatisfaire alimentairement
plutôt que de leur donner, même généreusement, de l'aide non remboursable. Moi, je pense que les agriculteurs et les éleveurs en Mauritanie savent très bien faire leur travail. Par exemple, il est considéré que le système pastoral actuel en Mauritanie est un des plus efficaces et que produit donc la viande à moindre coût. Vous avez aussi système d'agriculture traditionnelle ou agriculture intensive. Ce qui manque, c'est la valorisation des produits. Donc c'est tout ce qu'on appelle la chaîne ou la filière. Donc comment, à partir du produit, on peut améliorer sa transformation, sa valeur ajoutée, sa commercialisation. Et sur ça, on travaille beaucoup dans le cadre donc, de nos projets qui se développent notamment dans le sud-ouest de la Mauritanie, dans les HOD, hein, dans les deux HOD, à travers des filières agricoles et pastorales. Oui. On facilite les agrégations, donc les organisations paysannes, l'accès au crédit, mais aussi donc, les possibilités d'investissement en termes de transformation, en termes d'électricité rurale, en termes de commercialisation des produits. Et je pense que le projet est déjà en train d'avoir un impact très intéressant. Et on va continuer, donc c'est un montant assez important qui se décline sur plusieurs phases. Et je pense que ça va donner des résultats très intéressants. Mais mon pays consomme beaucoup de blé, comme vous savez. Est-ce que vous avez pensé un jour à aider les Mauritaniens à produire du blé chez eux? C'est possible. Vous savez, c'est les agriculteurs qui doivent le décider. C'est à eux de voir les opportunités et c'est à eux de décider. Si c'est un bon investissement, ils vont le faire. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour transformer leurs produits, donner de la valeur ajoutée. Mais le choix de la culture, c'est finalement l'agriculteur qui doit la faire. On ne peut pas se substituer à eux. Vrai, moi, je veux que nos paysans profitent du savoir-faire européen dans le domaine du blé. Parce que le blé, c'est très important. C'est le couscous, c'est le pain, c'est la vie, quoi. Bien sûr. Très bien. Alors, nous allons passer donc à la 5e question. Quelle est la vision de l'Europe pour ce qui est de la sécurité au Sahel et son point de vue sur l'intégration maghrébine et naturellement, comment elle voit la résolution du problème sahraoui? Donc 3 questions en une. Oui, mais ce sont 3 questions. Ça fait beaucoup de questions. Donc on 3 questions. Première question. On va essayer de les prendre une par une peut-être. Voilà votre vision sur le concept de la sécurité sahélienne, du G5. Oui, c'est très important. Pour nous, la sécurité du Sahel, c'est la sécurité aussi de l'Europe. Si on a un problème au Sahel, c'est un problème aussi qui se retrouve en Europe. Donc c'est pour ça aussi que l'Union européenne est tellement présente dans ce domaine et appuie les efforts des pays sahéliens. Et aussi, nous considérons que l'initiative du G5 Sahel, l'initiative qui a été lancée par le président Abdelaziz, était une très bonne initiative parce que ça permet une mutualisation des forces. Tout seul, chaque pays n'arrivera jamais à résoudre ce problème, mais ensemble, et avec l'appui aussi évidemment de la communauté internationale, il y a une possibilité de résoudre cette question. Donc je pense que ça c'est une question fondamentale. La sécurité du Sahel, c'est la sécurité de l'Europe. Nous reconnaissons que dans ce sens, la Mauritanie a fait des efforts énormes. C'est un petit pays avec des capacités limitées, mais elle a beaucoup investi dans le domaine de la sécurité. C'est le seul pays qui a réussi à combattre le terrorisme de manière efficace. Il n'y a plus d'attentats en Mauritanie depuis longtemps. Les frontières sont sécurisées, les frontières sont gérées. Les forces de sécurité sont disciplinées et marchent bien. Donc pour nous, c'est un havre de stabilité. Et c'est très important que ceci se maintienne. Et nous pensons donc que nous voulons appuyer la Mauritanie dans ses efforts. Nous avons des activités de coopération. Je voudrais en citer 2 dans le domaine de la sécurité. Un, c'est le programme régional du Garci. Donc c'est un programme qui se décline dans tous les pays du Sahel, plus le Sénégal, et qui renforce les capacités de la gendarmerie en créant des groupes d'intervention rapide, des groupes pour la lutte contre le terrorisme, pour la lutte contre le trafic. Et le Garci mauritanien est le plus grand succès d'ailleurs de tous les Garcis du G5. Donc nous nous félicitons beaucoup avec les autorités mauritaniennes pour ce succès dans ce programme. Le programme est mis en œuvre d'ailleurs avec la coopération de nos États membres, dont l'Espagne et la Guardia Civile. Un autre projet important, c'est le projet de la force conjointe. La force conjointe. Donc la force qui a été créée par le G5 Sahel, qui se décline sur plusieurs fuseaux. Donc pour le fuseau qui concerne la Mauritanie, c'est le fuseau entre la Mauritanie et le Mali.
Et globalement, donc, l'Union européenne appuie de manière très très concrète la force conjointe avec un montant de 100 millions d'euros pour des équipements, pour des formations, pour tout genre d'équipements. Et donc c'est vraiment un projet très ambitieux sur lequel nous comptons beaucoup pour qu'elle puisse aider à résoudre ce problème. Très bien. Donc ça, c'est l'aspect sécuritaire et défense. Oui, maintenant, concernant l'Union du Maghreb arabe, l'UMA, l'intégration, oui. L'intégration, vous savez, pour l'Europe, l'intégration, ça fait partie vraiment des fondamentaux. Hein. Donc pour nous, l'intégration régionale, c'est notre raison d'être. Et donc nous essayons toujours de promouvoir ou d'inciter l'intégration dans les différentes régions. Bon, au niveau de l'UMA, il y a un potentiel très intéressant, très important, qui n'est pas suffisamment exploité. Nous voyons des choses s'améliorer. Il y a eu tout récemment, lundi, encore un forum important ici à Nouakchott des patronats hein, et des employeurs. Donc il faut vraiment continuer à promouvoir les échanges maghrébins. Il y a un potentiel énorme qui n'est pas encore suffisamment exploité et nous espérons vraiment que ceci puisse se renforcer et s'améliorer dans le futur. Oui. Troisième sujet, oui. Sahara occidental. C'est évidemment un problème complexe. Nous soutenons, comme la Mauritanie, l'action des Nations Unies. Nous avons vu ailleurs que la Mauritanie jouait un rôle très très important ces derniers temps pour faciliter justement le dialogue et les échanges entre les pays concernés par cette situation. Nous avons vu donc se matérialiser des premières discussions à Genève qui sont encourageantes. Donc nous soutenons les efforts du président Köhler, secrétaire donc, de l'envoyé spécial des Nations Unies, oui. Et nous espérons vraiment que les choses puissent avancer. Donc vous êtes, je veux dire, avec la position de l'ONU et de la Mauritanie. Tout à fait, c'est la même, exactement la même. Très bien. Oui. Alors, pour l'intégration maghrébine, il y a le problème logistique et le problème routier qui posent problème. Il n'y a pas que le problème sahraoui. Par exemple, pour beaucoup d'observateurs, la route qui devrait relier Zouerat et le point de passage entre la Mauritanie et l'Algérie est d'une vitalité stratégique. Est-ce que l'Europe est prête à aider, subventionner, apporter son appui pour ce genre de grands projets? Ce n'est pas prévu, mais ça pourrait être considéré. Disons qu'actuellement, nous nous concentrons plutôt sur l'axe atlantique, hein, donc sur la façade atlantique, avec la route qui est aussi très importante, qui donc descend du Maroc jusqu'au Sénégal. C'est la route de Rosso dont je vous ai parlé. Très bien. Alors, dans le cadre du G5 Sahel, vous, comme bailleur de fonds, donc l'Union européenne a contribué généreusement au programme d'investissement prioritaire, PIP, lors du sommet du G5 Sahel, le 6 décembre dernier à Nouakchott. Alors, Excellence, pourriez-vous expliquer aux téléspectateurs de quoi il s'agit en fait? Oui. Ce PIP. C'est très bien parce que, au fait, quand j'ai parlé de la sécurité du G5, il faut aussi parler du développement. Les deux choses vont ensemble. La sécurité et le développement sont intimement liés et on ne peut pas résoudre l'une sans avoir recours à l'autre. Donc le programme d'investissement prioritaire, PIP, touche justement les aspects développement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer ces pays du G5 Sahel? Donc il y a un programme d'investissement prioritaire qui a été défini, qui touche l'hydraulique, l'énergie, les infrastructures, tous les sujets, disons, liés au développement de la région. Oui. Et nous avons évidemment soutenu fortement ce programme. Il y a eu donc la conférence à Nouakchott qui a permis de retrouver tous les partenaires du G5 ensemble. Il y a eu des promesses de financement importantes pour 2 milliards d'euros. Donc c'est quand même un montant. Et ça va au-delà de ce qu'on s'attendait d'ailleurs. Hein, donc ça veut dire que la conférence a bien marché. Et nous, au niveau européen, on a donc appuyer ce PIP avec 125 millions d'euros, hein, qui sont donc de l'argent frais, qui s'ajoute à tous les montants qu'on a déjà mis en place, et qui se spécialise un peu ou travaille sur les zones frontalières. C'est les zones les plus fragiles, c'est les zones où souvent l'État a plus de difficultés à s'implanter, à être présent. Et donc nous soutenons les efforts du G5 Sahel pour travailler sur ces zones transfrontalières. Ceci dit, je voudrais aussi reconnaître ici le travail remarquable que fait la Mauritanie
justement dans l'occupation de son territoire, même dans les zones les plus reculées, même dans les zones les plus lointaines. L'État est présent, l'État est là, l'État donne ses services et donc permet d'occuper le territoire et ne pas permettre la présence et l'installation de bandes de terroristes ou de bandes de trafiquants. Mais dans cette configuration, il y a une route qui devrait relier Tijikja à Selibavi, via Kifa. Cette route, je crois, devrait être financée par ce programme. C'est possible qu'elle fasse partie de la partie infrastructure. Là, je ne connais pas tous les détails. Il y a un volet infrastructure avec effectivement des réseaux routiers transrégionaux. Donc, il se peut que cette route soit dedans. Je ne suis pas au courant exactement de tous les détails. Parce que cette route elle a une certaine importance sécuritaire et stratégique. Parce qu'elle va relier le nord, donc, à Tarzouerat, via Tijikja, à la route de l'espoir, via Kifa. Puis, elle va relier le nord, le centre de la Mauritanie à son sud, à Selibavi, c'est-à-dire le Rali. Donc c'est une véritable route de l'unité nationale. D'accord. Alors je vous ai dit, est-ce que l'Europe n'a pas... En tout cas, ce n'est pas actuellement prévu. C'est pas encore prévu. Bien. Alors ce soir, beaucoup de Mauritaniens vous attendent sur une question et je leur ai promis, beaucoup de leaders politiques que j'ai invités, que je vais vous poser cette question. Bien. C'est la question numéro 7. En fait, en 2007, l'Union européenne avait de l'avis unanime des Mauritaniens, était un témoin indispensable et à équidistance entre tous les Mauritaniens. Vous avez donc été un témoin et vous avez apporté à l'époque, en 2007, votre argent et vos observateurs. Or, les mêmes circonstances de 2007 se répètent en 2019, puisque en 2007, le président en exercice en place n'était pas candidat à sa propre succession. Or, on se trouve exactement dans les mêmes cas de figure, puisque notre président, le président de la République, Mohamed Abdelaziz, n'est pas candidat à sa propre succession. La question est d'une limpidité de cristal. Allez-vous être présent comme témoin et à équidistance entre tous les Mauritaniens? Merci de poser cette question. C'est inévitable qu'on parle du processus électoral. C'est un moment important pour l'histoire du pays. Je pense que c'est même un moment historique. Parce que je pense que même à différence de 2007, nous nous trouvons encore dans une situation encore plus importante, parce que ce sera la première fois qu'un président démocratiquement élu laissera le pouvoir à un autre président démocratiquement élu. Ceci n'est jamais encore avenu en Mauritanie. Et donc nous nous réjouissons de cette opportunité et nous saluons vraiment les dernières déclarations aussi du président Abdelaziz qui a clairement confirmé qu'il ne se représentera pas. Et pour nous, ça c'est très très positif. Nous sommes là évidemment pour regarder, pour écouter, mais aussi pour appuyer donc, le processus électoral. J'ai pu rencontrer récemment le président de la CENI qui a exprimé effectivement un certain nombre de besoins. Et nous allons les regarder tous ensemble avec les autres partenaires parce que c'est toujours bien dans le cadre des élections d'appuyer ça de manière conjointe avec les autres, pas seulement tout seul, donc avec les Nations Unies et avec d'autres partenaires, nous allons examiner ce qu'on peut faire pour soutenir le processus électoral. Ça peut être un appui direct à la CENI, ça peut être par exemple aussi l'utilisation, la société civile, des formations pour les cadres de la CENI. Donc il y a toute une possibilité d'appuyer ce processus que nous sommes en train d'examiner. Et donc, je vous confirme que l'Union européenne sera, avec d'autres partenaires, en soutien à la Mauritanie pour que ces élections se passent dans les meilleures conditions possibles. Je pense que le climat est actuellement serein, les choses se passent dans de très bonnes conditions et donc nous sommes très très positifs pour le bon déroulement de ces élections. Donc, Excellence, vous êtes prêt pour être témoin et présent? Tout à fait. Et aider les Mauritaniens Tout à fait. À avoir une élection libre et transparente. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, je vais vous laisser dire votre dernier mot. Je sais que vous êtes trop pris et vous avez déjà fait déjà tard parce que je sais que vous dormez un peu tôt. Alors, je vais vous laisser conclure et vous adresser directement aux Mauritaniens. Ouais. Mais en tout cas, premièrement, encore pour vous remercier pour cette opportunité. Je pense qu'on a pu échanger et j'espère que j'ai pu informer mieux le public mauritanien ou votre public sur l'étendue du partenariat entre l'Union européenne et la Mauritanie. Je dois dire qu'au niveau personnel, je suis ici depuis un peu plus d'1 an
et je découvre vraiment un pays fascinant, un pays qui me plaît. Vous avez décrit un peu mon expérience sahélienne, mais je pense que la Mauritanie, ça va au-delà du Sahel. C'est quelque chose d'encore plus différent. Il y a cet aspect de transition entre le monde arabe ou le monde du Maghreb et le monde de l'Afrique subsaharienne. Il y a une façade atlantique. Donc c'est une expérience pour moi très très riche. Et chaque jour j'apprends des nouvelles choses, chaque jour j'apprends à mieux connaître ce peuple, sa diversité culturelle, les différentes ethnies. Donc voilà, je suis vraiment très très satisfait de ce travail. Je pense que l'Union européenne contribue autant qu'elle peut dans le développement, dans le développement du pays. Et donc j'espère pouvoir encore servir pendant quelques années. Peut-être qu'on pourra se revoir d'ici 1 an ou 2 pour faire le bilan final avant mon départ. Merci. Eh bien, il ne me reste qu'à remercier son Excellence, donc, M. Giacomo Derazo, ambassadeur d'Europe. Ce soir, nous avons entendu et vu une Europe qui parle avec pertinence et qui explique ce qu'elle fait, ce qui est peut-être pas visible pour tout le monde, et pourtant il est là. Et voilà, à la prochaine, je vous remercie. C'est Mohamed Ahmed qui vous salue. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci encore.